Imaginez une élection où le nombre de votes est 5 fois supérieur au nombre de participants connectés. C'est assez parlant comme image. C'est le point de départ, disons, explosif d'une contestation formelle qu'on a sous les yeux aujourd'hui. On va se plonger dans un document du 23 décembre 2025. Signé par Okala et Bodé Joseph Thierry. Oui, qui se présente comme un membre fondateur du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Et attention, ce n'est pas une simple lettre de mécontentement. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est une attaque en règle contre le procès-verbal de la Convention qui a élu le président du parti. Notre analyse aujourd'hui. Décortiquer cette charge pour comprendre si le processus démocratique interne a, eh ben, tenu ses promesses. C'est exactement ça. Il faut bien saisir la portée de document. L'auteur, il ne se contente pas de critiquer. Il demande un sursis et une vérification préalable. C'est-à-dire, En clair, il demande de geler les résultats de l'élection, le temps d'enquêter. Ça place le débat sur un terrain quasi judiciaire. On n'est pas dans l'opinion. pas du tout. Non, on est dans une tentative de démonstration, point par point, que le scrutin est non seulement irrégulier, mais fondamentalement vicié à la base. C'est une plongée dans les rouages d'une mécanique électorale qui, selon lui, s'est complètement grippée. D'accord. Alors commençons par le tout début. Parce que, si on en croit l'auteur, les problèmes ont commencé bien avant que le premier vote soit exprimé. Il y a cette histoire d'interdiction administrative. Oui, Le document explique que la convention, elle était prévue en présentiel au départ, mais un sous-préfet l'a interdite. c'est ça, pour menace grave de trouble à l'ordre public. Et c'est le premier pilier de toute son argumentation. Un arrêté officiel, donc. Un arrêté officiel daté du 27 novembre 2025 qui interdit la tenue de la réunion physique à Oodza. Face à ça, les organisateurs prennent une décision qui est au cœur de la contestation. Ils la maintiennent. Ils maintiennent l'événement à la même date, mais ils le basculent en visioconférence. Et pour l'auteur, ça, ce n'est pas une solution, c'est un contournement. Attendez, là je voudrais jouer un peu l'avocat du diable. On pourrait se dire que c'est une décision pragmatique, non? C'est une lecture possible. L'arrêté visait un rassemblement physique pour éviter des troubles. En passant en ligne, ils éliminent ce risque de rassemblement. Donc d'une certaine manière, ils respectent l'esprit de la décision, non? C'est sans doute ce que les organisateurs diraient. Mais l'analyse d'Okala et Baud, elle, est beaucoup plus stricte. Pour lui, l'interdiction visait l'événement lui-même, pas seulement son format. Ah, d'accord. En agissant ainsi, le parti a choisi de passer outre une décision administrative sans, sans obtenir une autorisation explicite pour une alternative. Il utilise une formule assez forte. Laquelle? Il dit que cela crée un acte interne fragile. C'est un peu comme si vous construisiez une maison sur un terrain dont vous n'êtes pas certain d'avoir le permis de construire. Hmm. Le bâtiment peut être magnifique, mais à la moindre contestation, tout risque de s'effondrer. Donc, dès le départ, le simple fait de tenir cette convention, même en ligne, reposerait sur une base juridique bancale. C'est exactement son point de vue. Il insiste sur le fait que l'arrêté n'offrait aucune modalité alternative. C'était une interdiction sèche. D'accord. La prudence, selon lui, aurait commandé de suspendre et de négocier avec les autorités, pas de tenter ce passage en force numérique qui rend, à ses yeux, tout ce qui en découle juridiquement vulnérable. Le fondement même de l'édifice est déjà fissuré. D'accord, le terrain est glissant. Mais l'auteur ne s'arrête pas là. Il s'attaque ensuite aux règles du jeu elles-mêmes. Si je comprends bien son argument, le passage en visioconférence n'était tout simplement pas prévu dans les textes du parti. C'est le deuxième acte de sa démonstration, et c'est un argument de fond. Il affirme que les statuts et le règlement intérieur du MRC sont complètement silencieux sur la possibilité d'organiser une convention élective nationale en ligne. Complètement bancal. Oui, et ce silence, ce n'est pas un détail technique. En quoi est-ce si important? On est en 2025, tout le monde utilise la visio. On peut imaginer que c'est une modernisation, une adaptation moderne. C'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. L'auteur explique que les statuts sont écrits pour un vote physique et ils garantissent des principes fondamentaux qui, disons, s'évaporent dans un cadre numérique non préparé. Par exemple, Comment vérifier le quorum de manière certaine? Comment s'assurer de l'identité de chaque délégué derrière son écran? Et surtout, le point le plus sensible, comment garantir le secret et l'unicité du vote? hmm, Qui nous dit qu'une personne vote seule, sans pression à côté d'elle, et qu'elle ne vote qu'une seule fois. Organiser un vote en ligne sans règles spécifiques, c'est un peu comme essayer de jouer une partie d'échecs en suivant les règles du football. c'est une bonne image. Les pièces sont là, mais les mouvements, les stratégies, les garanties de fair play, rien ne correspond.
Mais le document, il le concède lui-même, le parti a déjà organisé des élections en ligne en 2022. Ça crée un précédent, non? Pourquoi est-ce que ce serait un problème cette fois-ci et pas avant? Oui. L'auteur ne cherche-t-il pas un peu la petite bête sur ce coup-là? Il anticipe complètement cette objection. Et sa réponse est assez subtile. Il qualifie les expériences passées de pratiques, mais pas de normes. La nuance est importante. Très. Il utilise une formule un peu juridique, mais l'idée est simple. Ce n'est pas parce qu'on a toléré un bricolage par le passé que ça devient soudainement légal ou légitime. Surtout, et c'est son argument principal, quand l'enjeu est aussi important. L'élection du président national. Exactement, dans un contexte de crise interne. Pour lui, ce qui a pu être accepté pour des scrutins de moindre importance ne peut en aucun cas s'appliquer à l'élection la plus cruciale du parti, sans un cadre statutaire clair, voté et accepté par tous. La tolérance a ses limites. Et pour lui, cette limite a été franchie. Voilà. Ok, donc le cadre de la réunion est contesté, les règles du jeu sont jugées inadaptées, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore touché au cœur du réacteur. C'est quand l'auteur sort sa calculatrice que les choses deviennent, disons, vraiment explosives. C'est le point culminant de sa contestation en effet. Il se livre à une autopsie des chiffres présentés dans le procès-verbal. Et c'est là que les choses semblent devenir surréalistes. Je vais donner les chiffres bruts, tels que cités parce qu'ils sont assez parlants. Délégués inscrits, 2320. D'accord. Ensuite, un chiffre étrange, 320 liens présents. Puis, vote régulièrement exprimé, 1644. Et enfin, le résultat, 1569 voix favorables, soit 95,44%. Hmm. Rien qu'en les énonçant, il y a quelque chose qui cloche. Sérieusement, 320 liens pour plus de 1600 votes. Comment est-ce qu'on peut même écrire ça noir sur blanc dans un document officiel? C'est précisément la question que pose l'auteur. Et il déconstruit cette arithmétique point par point. D'abord, il note un problème fondamental en amont, le corps électoral. C'est-à-dire, Le procès-verbal parle de 2320 délégués inscrits, mais ne fournit aucune liste. Pas de nom, pas de moyen de vérifier qui avait le droit de voter. C'est comme annoncer le nombre d'invités à un mariage sans avoir la liste. c'est un chiffre abstrait? Exactement. Et ensuite, il y a cette expression 320 liens présents. L'auteur la qualifie de faute méthodologique grave. C'est un peu technique, mais l'idée est simple, j'imagine. Très simple. Et c'est ce qui rend l'argument si puissant. Un lien de connexion, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un délégué, ce n'est pas un électeur. Non. Un même lien peut être utilisé par plusieurs personnes dans une même pièce. Un lien peut être partagé. Un lien peut même être ouvert par quelqu'un qui n'est pas délégué. Assimiler un lien présent à un délégué votant est, selon lui, un non-sens total. C'est clair. C'est comme si, pour une élection en personne, on décidait de compter les chapeaux posés sur les chaises au lieu de compter les gens dans la salle. Ça n'a aucune valeur. Ce qui nous amène à la question centrale, celle que vous avez mentionnée au début. Comment 320 liens peuvent-ils générer 1644 votes? C'est ça. Première hypothèse, la fraude structurelle. Des votes auraient été ajoutés de manière artificielle, tout simplement. D'accord. Deuxième hypothèse, une absence totale de traçabilité. Les votes ont été enregistrés, mais on est incapable de les rattacher aux votants. Un chaos technique qui rend tout invérifiable. Et la troisième? La troisième peut être la plus cynique, une reconstitution a posteriori. On a décidé d'un résultat et on a bricolé des chiffres pour qu'ils aient l'air de coller. Et dans tous les cas, la conclusion est la même. La conclusion est la même et elle est sans appel pour lui. Le scrutin est non vérifiable. On ne peut pas prouver sa validité et si on ne peut pas la prouver, alors il est nul. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le fardeau de la preuve de la régularité incombe aux organisateurs et selon l'auteur, ces chiffres démontrent leur incapacité à le faire. Et que dire du score de 95,44%? Le document prend la peine de préciser que le calcul mathématique est exact. C'est un détail intéressant. C'est très subtil. Il dit oui, 1569 divisé par 1644, ça fait bien 95,44%. Votre calculatrice fonctionne. D'accord. Mais ce calcul est juridiquement nul. Pourquoi? Parce qu'il est appliqué à une base, les 1644 votes, qui est elle-même sortie de nulle part, sans lien avec un corps électoral identifiable. C'est un calcul juste appliqué à une base fausse. C'est une image puissante. Oui, c'est comme avoir une superbe voiture avec un moteur impeccable mais sans roues. Elle a l'air de fonctionner, mais elle ne vous mènera nulle part. Juridiquement, ce chiffre n'a aucune valeur. C'est incroyablement détaillé. On pourrait penser qu'après un argument aussi fort sur les chiffres, le dossier est clos. Mais apparemment non.
l'auteur ajoute encore d'autres couches pour enfoncer le clou. Oui, il ne laisse rien au hasard. Il s'attaque ensuite à ce qu'il appelle les silences du procès-verbal. Et le silence le plus assourdissant, selon lui, concerne l'éligibilité même du candidat qui a été élu. Ah oui. Et ça, c'est un point crucial. Qu'est-ce que ça veut dire? On a élu quelqu'un sans même vérifier s'il avait le droit d'être candidat. C'est l'accusation, en tout cas. L'auteur affirme que des questions sérieuses se posaient sur la conformité de la candidature avec les statuts. Il mentionne des points précis, par exemple une possible démission du parti en juin 2025 qui aurait interrompu son ancienneté, D'accord. ou encore la nécessité de prouver sa qualité de membre fondateur. Or, selon lui, le procès-verbal est muet sur l'examen de ces points. Il n'y a aucune trace d'un débat ou d'une décision motivée qui aurait validé la candidature avant le vote. C'est énorme ça. C'est un peu comme si on avait laissé un avion décoller sans vérifier dans le rapport de vol si le pilote avait bien son permis. Le vol s'est peut-être bien passé, mais la procédure de sécurité de base a été ignorée. C'est un angle d'attaque différent mais tout aussi fort. Et il y a un dernier point, une subtilité sur la nature même de la convention. Oui, c'est le dernier vice de forme qu'il soulève. Le document note que des modifications textuelles auraient été adoptées juste avant le vote. Ah bon? Mais le procès-verbal ne dit rien de plus. Quel texte, voté avec quelle majorité? Cela crée, selon lui, une confusion des genres. Une convention élective a un but précis, élire. Une convention extraordinaire peut modifier les textes. Et là on aurait mélangé les deux? En mélangeant les deux, sans un ordre du jour clair et sans respecter les procédures pour chaque type de décision, on crée un imbroglio juridique. Il qualifie ça de vice de forme classique. En d'autres termes, c'est une erreur de procédure de base. On ne peut pas changer les règles en plein match. C'est exactement ça. On ne peut pas se réunir pour une chose et, en plein milieu, décider de faire autre chose qui demande des règles différentes. Donc si on fait le bilan de cette contestation, on a une accumulation d'arguments qui, mis bout à bout, forment un tableau assez accablant. Oui, On part d'une base administrative fragile avec cette histoire d'interdiction. On continue avec un mode de scrutin jugé non prévu par les règles internes. On atteint un sommet avec des chiffres qui semblent défier la logique mathématique. absolument. Et on termine avec un procès-verbal qui serait silencieux sur des points aussi essentiels que l'éligibilité du candidat. C'est une synthèse parfaite de l'argumentaire. L'auteur conclut logiquement que le procès-verbal est invalide. Pourquoi? Parce qu'il ne permet pas d'identifier un corps électoral, que le scrutin n'est ni traçable ni vérifiable et que la candidature n'a pas été validée en bonne et due forme. Et il se présente un peu comme un lanceur d'alerte, hein. Oui, il présente sa démarche non pas comme une croisade personnelle, mais comme une responsabilité, en écho, lit-il, aux préoccupations convergentes d'autres militants. Ce qui est fascinant, au-delà de ce cas spécifique du MRC, c'est la question plus large que cela soulève. On a l'impression que la technologie, qui est censée simplifier les choses, est devenue ici le principal problème. Absolument. Ce document met en lumière une tension fondamentale pour presque toutes les organisations aujourd'hui, qu'elles soient politiques, associatives ou même des entreprises. C'est vrai. Comment concilier la rapidité et la flexibilité des outils numériques avec la rigueur, la transparence et la solidité juridique qu'exigent les processus démocratiques? C'est toute la question. Claires, préexistantes et acceptées par tous, ils peuvent se transformer en boîte de Pandore. Et la technologie devient le problème. Exactement. La technologie, au lieu d'être un facilitateur, devient le cœur du litige, le lieu de toutes les suspicions. C'est une excellente pensée pour conclure. La technologie n'est pas une solution magique si le cadre humain et réglementaire n'est pas prêt à l'accueillir. La question qui reste donc en suspens, et qui dépasse largement ce seul document, est la suivante. Nos cadres réglementaires, qu'il s'agisse des statuts d'un parti ou des lois d'un pays, sont-ils condamnés à être en permanence en retard d'une guerre sur l'évolution technologique? Hmm. Le risque, si l'on ne parvient pas à anticiper, est de voir se multiplier ce genre de conflit où la confiance est érodée non pas par une fraude avérée, mais par l'impossibilité même de prouver que tout s'est bien passé. Et dans une démocratie, l'apparence de la régularité est parfois aussi importante que la régularité elle-même.